Bonjour, alors on se retrouve pour la suite. Aujourd'hui, on va revoir tout le cours sur la synthèse en chimie organique. Donc, comment est-ce qu'on met les réactifs ensemble, dans quel type de montage, les étapes d'extraction, purification, identification, etc. Donc, la vidéo se fera en deux parties. La première partie, ça sera la révision du cours. Et en deuxième partie, on fera un exercice type par rapport à ce cours-là. Et juste pour vous dire, j'ai rajouté un timer donc, dans les autres vidéos. Donc, dans les commentaires, vous pourrez voir à chaque fois les choses à retenir en fonction du temps, si vous voulez aller plus vite, si vous voulez revenir sur une vidéo, s'il n'y a qu'un seul truc qui vous intéresse parmi toute la vidéo. Alors, c'est parti. Quelles sont les grandes étapes d'une synthèse? Et déjà, qu'est-ce que c'est qu'une synthèse? Quand vous faites un gâteau, oui, je reviens avec mes gâteaux, j'adore les gâteaux. Quand vous faites un gâteau, vous allez mélanger des réactifs qui sont les ingrédients, d'accord, suivant une certaine recette. Nous, c'est notre protocole. Une fois que vous avez mélangé vos ingrédients, donc nous, ça va être pareil, il va falloir mélanger les réactifs pour les mettre en contact. Vous mettez votre gâteau au four pour chauffer, pour accélérer la réaction, pour faire passer des ingrédients au gâteau. Et bien là, c'est pareil, on va passer des réactifs au produit et on va chauffer. Donc nous, on n'utilise pas un moule, on utilise ce qu'on appelle un montage de chauffage à reflux. Donc dans un premier temps, on va mettre les réactifs en contact avec un solvant. Le solvant qu'on va utiliser va nous permettre, certes, de solubiliser les réactifs et de pouvoir les mettre en contact, mais également lors du chauffage. On verra dans le montage de chauffage à reflux qu'on va se mettre au reflux du solvant. Donc en fait, ça va nous mettre à la température d'ébullition du solvant. Donc bien choisir un solvant en fonction de la solubilité des réactifs dans celui-ci et également par rapport à la température qu'on veut atteindre. Après, pour votre gâteau, une fois que vous l'avez sorti, qu'est-ce que vous faites? On le sort, on regarde la tête qu'il a et imaginons que vous ayez cramé le haut. Ni vu ni connu, on enlève le haut au couteau, puis on va le recouvrir. Et là, il se peut aussi que nous, on veuille séparer des choses. On peut vouloir séparer les réactifs des produits. Imaginez que vous n'ayez pas attendu assez longtemps votre synthèse, il vous restera des réactifs à la fin. Si votre réaction est non totale, il vous restera également des réactifs à la fin. Et moi, ce que je veux, c'est mon produit, c'est pas mon réactif. Donc, après l'étape de synthèse, nous aurons des étapes de séparation. On va voir les différentes étapes possibles. Votre gâteau, après, une fois que vous l'avez arrangé visuellement, vous allez le goûter pour savoir s'il est bon. Eh bien, nous, l'équivalent de on goûte le gâteau, ça va être l'identification. Est-ce qu'on a fait le bon produit? Est-ce que votre gâteau, il est trop bon? Donc là également, on verra les différentes étapes d'identification. Et en chimie, il se peut que votre gâteau, votre produit ne soit pas pur. On verra également comment purifier le produit s'il s'avère qu'il n'est pas pur. Donc c'est parti, on va commencer par la première étape, l'étape de synthèse qui se fait dans un montage de chauffage à reflux. Donc dans la première étape, comme on a dit, on met en contact les réactifs et on utilise un chauffage à reflux. Voici le montage, à savoir dessiner et légender. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, ce truc-là, ça s'appelle un ballon. Donc ici, ballon, donc c'est en verre. Et dans votre ballon, on va mettre quoi? On va mettre ce qu'on appelle le mélange réactionnel. Je vais mettre une petite étoile parce que j'ai pas la place. Donc ici, on va mettre le mélange réactionnel qui est composé des réactifs, le solvant et la pierre ponce. On va expliquer à quoi elle sert. Ensuite, donc tiens, le mélange réactionnel, d'ailleurs, c'était plutôt la petite étoile ici. J'ai effacé ma petite étoile. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un chauffe-ballon. C'est un peu comme le chauffe-biberon de votre petit frère, votre petite sœur. En fait, on va le brancher. On le met à peu près à la moitié, parce que ça chauffe de trop. Après, ça va faire des zones de chauffe ici. Ça va cramer dans le fond du ballon. Et donc, c'est en contact, là, avec le ballon. Et tout ce qui est en contact va chauffer le ballon. Donc, bref, ça permet de chauffer, mais vous ne pouvez pas régler une certaine température. Donc, pour avoir la température souhaitée à l'intérieur du ballon, on va choisir le solvant. Comme je vous ai dit, il faut que votre solvant dissolve les deux réactifs pour les mettre en contact, mais que votre solvant ait la température d'ébullition souhaitée. C'est-à-dire que si je veux chauffer le truc à 100 degrés, par exemple, je peux prendre de l'eau. Bon, alors comme c'est la synthèse organique, l'eau et les réactifs organiques, à mon avis, seraient peu solubles, mais bon, c'était juste pour l'exemple.
ton eau, tu sais qu'elle bout à 100 degrés, donc si tu as envie que ça chauffe à 100 degrés, si tu as envie qu'elle chauffe à 100 degrés, eh ben, tu prends le solvant qui bout à 100 degrés. Voilà. Donc, le chauffe-ballon, ici, désolé, j'ai des petits trucs qui s'affichent de partout. Voilà. Donc, on a dit, ici, chauffe-ballon. Donc voilà, la pierre ponce ici. Ici, c'est une pince, une noix de serrage. Alors, par rapport à ça, par rapport à savoir monter un montage de chauffage à refuge, j'ai fait une autre vidéo, je vous mettrai en commentaire le lien. Donc justement avec les noix de serrage, etc., comment ça marche, et également pour le montage à distiller. Donc ça, c'est plutôt version TP, mais vous pourrez retrouver tout ça plus précisément dans la vidéo. Donc ici, ça s'appelle une potence ou un support. Là, c'est un réfrigérant à boule. Réfrigérant à boule. Alors, tout bêtement, pourquoi? Parce que là, on a l'impression que ça fait des boules un peu comme le boyau. Bref, passons. C'est quoi le principe? Je repars dans ma bouffe. Quand vous faites du chocolat fondu, normalement, vous prenez un bain-marie. Donc, on prend une casserole, on met de l'eau dedans, et dans cette casserole, on en met une autre. Et dans cette deuxième casserole, on met du chocolat qui va fondre, vu que l'eau va être chaude en dessous. Et bien là, c'est exactement l'inverse. Vous aurez deux parois, donc une interne ici, qui va être en contact avec le contenu du ballon. Hein, donc, s'il y a des vapeurs qui montent, ça, elles vont ici. Et là, on a une enveloppe. Donc, en fait, on a un premier tuyau et autour de ce tuyau, on a une enveloppe dans laquelle va circuler de l'eau. Là, on ne veut pas qu'elle soit chaude, contrairement au bain-marie pour faire fondre votre chocolat. On veut qu'elle soit froide pour refroidir les vapeurs. Et on va brancher un tuyau d'eau en bas et on aura un tuyau d'eau en haut. L'eau rentre toujours par le bas. Alors, quand je dis qu'elle rentre, c'est que là, vous allez le mettre dans un... Comment ça s'appelle? Vous allez le relier à un robinet. Donc, votre tuyau sera relié à un robinet. Donc, ici, entrée d'eau. Donc froide, hein, en théorie. On verra que l'eau qui circule ici va ressortir par le haut et va se réchauffer un peu au contact des vapeurs. Donc là, ici, ça sera la sortie d'eau. Ok, donc l'eau rentre par le bas et sort par le haut. Toujours. Elle rentre, elle est plus froide que quand elle va ressortir et son but, ça va être de condenser les vapeurs du mélange réactionnel qu'on va observer. Donc c'est parti. Quel est le principe? Le principe, c'est que tu mets tes réactifs, tu mets ton solvant, tu mets ta pierre ponce et tu mets à chauffer. La pierre ponce, à quoi sert-elle? Elle sert à réguler l'ébullition. En gros, dans la pierre ponce, on va avoir des petits trous. La pierre ponce, donc on va dire que ça ressemble à ça. Hop, une espèce de petit caillou. Et en fait, on va avoir des canaux à l'intérieur, des tout petits canaux. Voilà, donc c'est très poreux. Et les bulles, ici, donc là c'est ouvert, hein, ok, hop, petit canot, c'est ouvert. Et les bulles vont pouvoir se former à la surface, là. Donc par exemple, ça va prendre appui sur cette petite ouverture pour former une petite bulle. Donc finalement, là-dedans, les bulles vont être très fines, un peu dans, je ne vais pas citer d'eau pétillante, mais bref, dans des eaux pétillantes à bulles très fines, au lieu d'avoir des grosses bullasses qui explosent dans votre montage et qui en mettent partout. Donc, à quoi sert la pierre ponce? La pierre ponce sert à réguler l'ébullition. Et en même temps, ça va mélanger le mélange réactionnel. Donc, ça sert à mélanger comme un barreau aimanté et à réguler l'ébullition. Donc, on est en train de chauffer là. Hop. Le solvant passe à l'état vapeur. Les vapeurs, je vais les mettre en rouge. Ici, commencent à monter. Hop. Ok, ce sont les vapeurs qui commencent à monter. Elles vont toucher les parois du réfrigérant. C'est comme quand en plein hiver, donc là, ça c'est une vitre, tu t'amuses à faire à souffler sur la vitre. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois de la condensation, des petites gouttes d'eau. Et bien là, c'est la même chose. Les parois sont froides et donc les vapeurs de solvant et de mélange réactionnel vont aller se condenser sur les parois et retomber. Donc une fois qu'on a touché les parois ici, ça va retomber sous forme de petites gouttes.
Les vapeurs montent, sont condensées et retombent sous forme liquide. Et c'est ce qu'on appelle le reflux. Le reflux, c'est je passe à l'état gaz, je me fais condenser, je repasse à l'état liquide. C'est une espèce de cycle, d'accord, le reflux. D'où le nom de montage de chauffage à reflux. La question classique, c'est mais à quoi sert un tel montage? Eh bien, on chauffe. Si on chauffe, on va accélérer la réaction. Donc ce montage sert à accélérer la réaction tout en condensant les vapeurs de réactifs et de produits. Parce que imagine là que tes vapeurs, ici, elles soient toxiques. Alors que ce soit le solvant, les réactifs, où il y en aura encore, ou le produit, c'est toxique. Ça se bat dans l'atmosphère. T'imagines, tu respires, t'es un peu mal. Que là, ce qui est génial, c'est que on chauffe, on accélère la réaction, mais les vapeurs sont piégées et retombent, etc., etc. Ok? Donc, le but, accélérer la réaction par chauffage, tout en condensant les vapeurs des réactifs, des produits, évidemment du solvant, hein, pour éviter tout problème de toxicité, de nocivité, etc. Il se peut que dans ce montage-là, vous rajoutiez ce qu'on appelle un catalyseur. C'est très souvent dans les réactions d'estérification ouvert en terminale, des ions H+, un acide. Un catalyseur, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce chimique que vous n'allez pas voir dans le bilan de la réaction. Okay, donc quand vous écrivez réactif donne produit, vous ne les voyez pas, ni au niveau des réactifs, ni au niveau des produits. Donc c'est une espèce chimique qu'on va rajouter dans le milieu réactionnel, mais qui n'apparaît pas dans le bilan de la réaction. Pourquoi? Parce qu'elle va être consommée au début et régénérée. Donc c'est comme si ça disparaissait et que ça réapparaissait, et ça va permettre d'accélérer la réaction. Donc des réactions qui auraient pu prendre des mois vont prendre 1 heure grâce au catalyseur. Donc on peut faire les deux choses, chauffer grâce au montage à reflux et accélérer la réaction grâce à un catalyseur. Okay, donc on a deux, alors c'est pas vraiment les facteurs cinétiques là pour le catalyseur, mais deux façons d'accélérer la réaction. Et donc ça, les facteurs cinétiques, vous verrez ça en terminale. Donc là, on a un certain temps à attendre pour que la réaction se fasse. Okay, si la réaction elle est totale, que vous attendez le bon temps, et que les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. En théorie, il ne reste aucun des réactifs. Vous aurez juste le ou les produits et le solvant, mais il faudra tout de même séparer le produit d'intérêt, du moins du solvant ou de l'autre produit. Il se peut que la réaction soit totale, mais que vous n'ayez pas attendu assez longtemps ou qu'il y ait un des réactifs en excès. À la fin, encore une fois, il va falloir séparer votre produit des réactifs du solvant. Donc, on va vers des étapes de séparation. Et en fonction de ce qu'on a dans le mélange réactionnel à la fin, on va avoir différents types de séparation, parce qu'on ne va pas séparer de la même façon un liquide d'un solide, de deux liquides. Les deux liquides, soit ils peuvent être miscibles, donc je vais avoir qu'une seule phase, soit ils peuvent être non miscibles et je vais avoir deux phases. Donc, on va avoir plusieurs méthodes de séparation. Et on voit ça tout de suite. Donc, pour les états de séparation, j'ai commencer par le cas où, à la fin de votre chauffage à reflux, eh bien, vous avez un mélange réactionnel sous forme d'un liquide, mais dans ce liquide, on voit deux phases. C'est comme un cocktail, plusieurs étages. Okay. Dans ce cas-là, on va réaliser ce qu'on appelle une extraction liquide-liquide dans une ampoule à décanter. Je vous fais voir le montage. Donc là, vous l'avez en photo, donc il faut se servir d'une potence, d'accord, d'un support. Et là, c'est l'ampoule à décanter où on voit un robinet et un bouchon. Là, c'est plutôt en dessiné, même si le robinet ici, c'est comme pour le titrage. Moi, généralement, je le représente en fait, comme ça, d'accord, la petite croix. Donc là, j'aurai le trait et je mettrai juste une petite croix. Alors, vous allez mettre votre mélange réactionnel à l'intérieur. Si vraiment le but, c'est de séparer directement les deux phases, eh bien, en fait, juste en attendant, elles vont se séparer par rapport à leur densité. Donc, généralement, dans les exercices, vous aurez un tableau ou des données où il sera noté la densité des différents réactifs, produits, solvants. Et on les compare toujours à l'eau. Vous aurez toujours ce qu'on appelle une phase aqueuse, dont le solvant est l'eau, et une phase organique, dont le solvant est un solvant organique. Les réactifs et les produits vont se dissoudre préférentiellement dans la phase aqueuse ou dans la phase organique. Donc, en fonction de la solubilité relative entre la phase aqueuse, solvant eau, ou dans la phase organique avec votre solvant organique, eh bien, les réactifs et les produits vont pouvoir être séparés dans les différentes phases
donc ce qui va nous permettre déjà une première séparation. Comme je vous avais dit, il faut séparer les réactifs des produits, etc. Qui est-ce qui est en bas? Eh bien, ça va être le plus dense. Celui qui a la plus grande densité va couler, va aller vers le bas. Si vous n'avez pas les densités, vous prenez les masses volumiques. Celui qui a la plus grosse masse volumique va en bas. Très, très souvent, la phase organique est en haut et la phase aqueuse est en bas. D'accord? Parce que donc l'eau a une densité de 1 et les solvants organiques, généralement, ont une densité moindre, à part le dichlorométhane, qui lui a une densité supérieure à 1, mais qu'on utilise de moins en moins souvent, hein, parce qu'il est cancérigène, mutagène, reprotoxique. Bref, on l'utilise de moins en moins souvent au lycée et dans les exercices. La question classique, ça va être de vous dire de placer les phases. Donc là déjà, je vais checker les densités et masses volumiques, hein, et de mettre la composition des phases. Quelle espèce chimique c'est dissous dans quoi? Donc là, vous aurez un tableau. Vous regardez le réactif numéro 1, s'il en reste, dans quoi est-ce qu'il est soluble? Est-ce qu'il est plus soluble dans l'eau ou dans la phase organique? Donc la phase organique, typiquement, ce serait le solvant qu'on a utilisé tout à l'heure, d'accord? Et lequel des deux est plutôt soluble en phase aqueuse. Attention, on se rappelle d'un truc, les ions sont solubles dans l'eau. Dès que vous avez une espèce ionique, elle ira se dissoudre dans la phase aqueuse. Alors je parle de phase aqueuse, mais ça se trouve, en fait, vous n'en avez pas au début. Donc parfois, cette étape-là, on va vous dire rajouter de l'eau, ou bien rajouter de l'eau salée. Et donc, quand vous allez rajouter soit un solvant organique, soit de l'eau pour avoir une phase aqueuse et une phase organique, ensuite, il va falloir mettre en contact ces phases. Donc, une fois que vous avez mis l'ampoule à décanter sur votre potence, on va rajouter ici un entonnoir, on ne va pas en mettre partout, et on va aller rajouter avec un bécher, par exemple. Hein, les quantités ne doivent pas être hyper précises. On peut vous avoir fait mesurer dans une éprouvette graduée un volume, si vous voulez, ou on peut dire à peu près, je ne sais pas, rajouter 50 ml de solvant. Bref, on rajoute la phase qui manque, le solvant qui manque. Vous faites gaffe à bien fermer le robinet, mais sinon ça va couler, et vous mettez toujours un bécher poubelle en dessous. Okay, parce que si c'est mal fermé, ça va fuiter. Une fois que j'ai rajouté les deux, je vais mettre mon petit bouchon qui était là. Je vais prendre l'ampoule à décanter et je la secoue pour bien mettre en relation les phases entre elles. Comme ça, les solutés vont se répartir entre les deux phases selon leur solubilité relative. Ensuite, je le remets sur la potence. Je n'oublie pas d'enlever le bouchon, parce que sinon, après, pour couler, tintin. Donc, j'enlève le bouchon, je laisse décanter. Attention, si ça vous fait une espèce d'émulsion, donc si vous avez des petites bulles là qui s'en vont pas très très facilement, on peut casser l'émulsion avec une baguette de verre. Donc avec la baguette de verre, vous faites gaffe à ne pas péter l'ampoule à décanter, vous mettez la tige de verre et vous tapotez légèrement, hein, ou avec un fil de fer, ça marche aussi, pour essayer de briser l'émulsion. On peut aussi rajouter un petit peu d'eau salée saturée, hein, pour avoir ce qu'on appelle un relargage. Ça peut marcher aussi pour mieux séparer les phases. Bref, une fois que vos phases sont séparées, on ouvre le robinet. On laisse couler la première phase, on change de bécher, ou d'Erlenmeyer d'ailleurs, hein, on peut mettre un Erlenmeyer pour éviter les projections ici. On en change, on récupère la deuxième. Donc dans deux Erlenmeyer, j'aurai mes deux phases. D'une part, la phase aqueuse, généralement, ce n'est pas celle qu'on va utiliser, et la phase organique qu'on va récupérer. D'ailleurs, pendant que j'y suis, cette phase organique peut contenir des gouttelettes d'eau, hein, parce que vous verrez que le robinet, des fois, le temps de le fermer, il y a quelques gouttes qui passent, et on va pouvoir aller ce qu'on appelle sécher la phase organique à l'aide d'un sel anhydre. Je vous fais ça tout de suite. Donc là, je vous ai mis à quoi ressemblait un des sels anhydres qu'on utilise souvent, parce que c'est pas très cher, le sulfate de magnésium anhydre, donc de formule MgSO4. On va en prendre, donc là, c'est l'Erlenmeyer qui serait récupéré après l'étape d'extraction liquide-liquide. Okay, vous avez séparé votre phase organique, votre phase aqueuse, je garde la phase organique dans un Erlenmeyer, je vais prendre ma spatule et je vais mettre une, deux spatules de MgSO4 et je touille comme ça. Hop. Et vous allez voir qu'en fait, c'est comme si le solide allait faire comme du sable mouillé, il va coller au fond. Et on en remet jusqu'à temps qu'on voit du sable, par contre, comme du sable sec, qui virevolte. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus de molécules d'eau à piéger. Donc le sel anhydre sans eau, va piéger les molécules d'eau. Une fois que ça s'est fait, que ça virevolte gentiment, eh bien, on va enlever ce sel pour récupérer la phase organique séchée, donc le solvant organique,
et soit le réactif, soit le produit. Alors, plutôt le produit parce que c'est un peu le but du schmilblick quand même. Et donc pour ce faire, on va utiliser une étape de filtration, soit une filtration sous vide sur Büchner, soit une filtration simple. Et comme ça, c'est une des étapes de séparation. Je la détaille juste après, d'accord? Donc c'est soit une étape de séparation à l'issue de votre chauffage à reflux, soit c'est l'étape ici que je vais devoir utiliser pour séparer le sel qui a été hydraté de ma phase organique que je veux récupérer. Donc, deuxième type d'étape de séparation que l'on peut utiliser à la suite du montage de chauffage à reflux, c'est une filtration, qu'elle soit simple ou sous vide, dite aussi sur Büchner. Quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise si le mélange réactionnel final est composé d'un liquide et d'un solide. En gros, vous voulez séparer le liquide du solide. Le truc le plus simple, c'est de se dire on va filtrer ce qui est solide va rester piégé dans le filtre et le reste va aller en dessous. Donc ça, c'est le montage simple. Ici, vous prenez un Erlenmeyer. Hop, donc ici, c'est un Erlenmeyer. Ici, c'est un entonnoir à solide, en liquide ou à solide, entonnoir. Là, vous avez mis un papier filtre. Donc les papiers filtres, des fois au laboratoire, ils sont un petit peu plissés, ou si on n'en a pas, en fait, on en prend un et puis on le plie de façon à ce que ça se mette dedans, comme l'ancienne méthode pour faire du café. Et donc là, le petit schéma avec votre main tient le mélange réactionnel. Alors, ça va être le ballon, hein, d'accord? Vous prenez votre ballon de votre montage de chauffage à reflux, vous agitez un petit peu pour tout prendre et vous le mettez ici. Le solide reste piégé là et le liquide va ici. Le liquide, on l'appelle le filtrat, d'accord? Donc ici, filtrat. Et là, on va voir le résidu, le solide que l'on veut récupérer. Mais c'est une étape là qui va être assez longue, hein. On laisse faire la gravité, on laisse descendre. Le solide, si c'est ce que je veux récupérer, il n'est pas super sec. Et donc, si on a ça au labo, le mieux, c'est de passer sous vide avec un filtre de type Büchner que je vous mets. Au niveau de la photo, ça donne ça. Il nous faut un robinet. On a un tube en T, donc comme ici, donc votre robinet, un tube en T, donc il y a une partie qui va aller tout droit, et là, vous voyez le bout du T. En faisant ça, on crée une dépression, c'est-à-dire que dans ce tuyau-là, l'air va être aspiré comme dans un aspirateur. Donc sur la photo ici, là, l'air est aspiré. Donc voilà, donc il faut le robinet, l'ouvrir à fond. Donc, oui, ça cache de l'eau. Ici, vous n'avez pas un Erlenmeyer, ça s'appelle une fiole à vide, donc une potence. Ici, vous avez le filtre Büchner. Donc, c'est un peu comme votre entonnoir, sauf qu'ici, on a une espèce de grille avec des petits trous. Et sur cette grille, on va poser le papier filtre. Donc, c'est un papier filtre tout rond qu'on pose dessus. Voilà, par les trous, c'est cool, bien évidemment, le filtrat qu'on aura. Donc, une fois que vous avez posé votre papier filtre, que vous avez ouvert à fond votre robinet, généralement, on mouille un petit peu le papier filtre avec le solvant utilisé pour bien que ça colle. Au passage, oui, là, il y a un joint en caoutchouc pour que ce soit bien étanche. Donc une fois qu'on a mis ça, qu'on l'a un petit peu mouillé, on va reprendre notre ballon avec le mélange réactionnel, on va le verser au-dessus. Le solide reste piégé au-dessus, le filtrat, le liquide, va en dessous. Et donc soit on souhaite récupérer le liquide, soit on souhaite récupérer le solide. Mais ce qui est plutôt cool, c'est que le solide va être beaucoup plus sec que dans la filtration simple. Et donc si je veux accélérer d'ailleurs la filtration, je vais mettre ma main au-dessus, donc ici, là, vous mettez votre main au-dessus pour accélérer la dépression. Des fois, on peut mettre aussi un petit bout de papier aluminium par-dessus pour accélérer. Voilà, donc filtration sur Büchner qui est super utile. Imaginons maintenant qu'à l'issue de votre chauffage à reflux, on observe un seul liquide, une seule phase. Donc ça veut dire que tout est homogène. On ne distingue pas à l'œil nu les différents composants. Mais on sait qu'à l'intérieur, il y aura différents composants. Comme je vous dis, il peut y avoir les réactifs en excès. Si la réaction n'est pas terminée, on aura aussi des réactifs. On peut avoir un ou plusieurs produits, le solvant, bref. On va vouloir séparer ce mélange cette phase liquide homogène. Et donc, pour cela, on va utiliser la distillation. Donc, la distillation, le montage vous est représenté ici. On a, comme tout à l'heure, ici un support élévateur, comment ça s'appelle ? Un chauffe-ballon, un ballon dans lequel je vais mettre mon mélange réactionnel final,
Une colonne de vigreux, alors en fonction de ce qu'on a au labo, ça peut être vraiment une toute petite tête de colonne. Donc soit vous avez une petite tête de colonne et vous n'avez pas ici les espèces de petits picots, soit vous avez une colonne de vigreux, qui permet une meilleure séparation quand même. Tout en haut, on a un thermomètre ici qui va être à la croisée des chemins entre le haut des vapeurs et les premières gouttes qui vont aller se condenser dans le réfrigérant droit. Donc ceci est un réfrigérant droit, colonne de vigreux, le ballon, le chauffe-ballon, le support élévateur, les potences. Et ici, alors, normalement, on a un coude, donc une petite talonge coudée pour faire le petit virage jusqu'à l'Erlenmeyer ou le Becher qu'on peut mettre sur un support élévateur, effectivement, si c'est un peu trop haut, parce que si vous le mettez pas en hauteur, les gouttes risquent de chuter un petit peu partout. Il faut bien viser. Comme d'habitude, dans un réfrigérant, l'eau rentre par le bas et sort par le haut. Donc ici, l'eau rentrerait par le bas, sortirait par le haut. Alors aussi pourquoi? Imaginez que les vapeurs soient déjà arrivées là, on va les piéger en mettant l'eau froide ici. D'accord? Donc c'est vraiment, on piège juste à la sortie avant que ça sorte et qu'on perde des produits. Donc, comment vont se séparer les constituants? Eh bien, en fonction de leur température d'ébullition. On va chauffer le mélange réactionnel, on met encore de la pierre ponce pour réguler l'ébullition. Et ça va être le composé qui aura la température d'ébullition la plus faible qui va passer en premier. Donc, on chauffe, les vapeurs vont monter, vont monter, vont monter. D'ailleurs, elles atteignent le thermomètre et c'est grâce à ça qu'on va reconnaître quel composé passe. Imaginons qu'on ait de l'eau dedans, si on voit 100 degrés sur le thermomètre, c'est que l'eau elle est en train de passer. Donc ça touche ici, ça va là, ça se condense, ça retombe sous forme de liquide là. Le thermomètre reste bloqué à la température d'ébullition du composé qui passe jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus dans le ballon. Donc on va récolter la première coupe, le premier passage de l'espèce chimique. Puis, dès que je vois que sur le thermomètre, ça commence à réaugmenter, je vais vite changer mon récipient. Donc je prends un autre bécher, un autre Erlenmeyer. Pouf, ça se stabilise. Le deuxième composé va passer, je le récupère. Ça s'appelle une distillation fractionnée. Vous aurez plusieurs coupes, plusieurs composés qui vont passer aux différentes températures. Alors, on peut en faire plein, ça dépend de combien il y en a. On peut faire 5 fois si vous voulez. Ça va réaugmenter la température, donc 5 fois, ça se stabilise. Tout le temps que ça se stabilise, votre composé est en train de passer, vous le récupérez. Dès que vous voyez que ça remonte, on change le bécher ou l'Erlen. Et alors, imaginons qu'on n'ait que 2 composés. Il y en a un premier qui passe ici, et on peut tout à fait récupérer le résidu qui reste dans le ballon pour avoir le deuxième composé, ou pourquoi pas le faire passer là et le récupérer. Donc voilà pour la distillation qui peut être une étape de séparation, tout comme une étape de purification. Ça fait vraiment les deux, et c'est plutôt vu comme une étape de purification. Donc, on va passer à l'étape d'identification maintenant, aux étapes d'identification. Donc là, en étape 1, on a mélangé réactif, on a fait un montage de chauffage à reflux, on a attendu le temps indiqué, puis le mélange réactionnel, on a séparé les différents constituants. En théorie, on pense avoir récupéré le produit d'intérêt, d'accord? C'est pourquoi je fais la synthèse, mon gâteau. Et bien maintenant, il faut savoir si c'est le bon gâteau, si c'est le bon produit. Si votre produit récupéré est un solide, vous pouvez utiliser quelque chose de super rapide, c'est le point de fusion, la température de fusion à l'aide d'un banc aux fleurs, parce que tout composé chimique pur possède une température de fusion qui lui est propre. Donc si vous la connaissez, elle serait dans l'exercice, eh bien vous pouvez voir si on a la même, et que c'est le bon produit. Donc à quoi ressemble l'appareil? L'appareil s'appelle un banc aux fleurs, vous l'écrivez ici, et donc c'est une plaque métallique qui est chaude, qui va de 50 degrés à droite jusqu'à 250 degrés à gauche. Donc on a un gradient de température, ça monte de plus en plus. Et ici, vous avez la température qui est écrite. Vous avez différents étalons, c'est-à-dire différents composés dont on connaît la température de fusion. Et donc si dans votre énoncé, par exemple, c'est marqué que votre produit est censé fondre à 150 degrés, on va aller étalonner le banc. Donc on l'aura allumé depuis un certain temps pour qu'il soit à l'équilibre thermique. Puis on ira choisir l'étalon qui possède la température de fusion la plus proche du composé que vous avez synthétisé. On va aller d'une petite spatule comme ça en déposer quelques grains à droite. On pousse, on pousse, on pousse, alors plutôt en diagonale, plutôt que tout droit comme ça, donc en diagonale. Et au moment où ça va fondre, donc on verra le premier grain qui fond, d'où l'intérêt que ce soit en diagonale. Au premier grain qui fond, on va aller mettre ici la petite pointe et
on va pouvoir aller lire sur le chariot, vous voyez là ici la température. Si la température qu'on lit n'est pas celle qui est écrite sur le petit étalon, là, on a une petite vis qu'on peut bouger, d'accord? Vous pouvez la bouger pour aller atteindre la température. Alors, ça ne va pas bouger énormément, c'est pour ça que dans la gamme de hauteur, ça suffit à bien régler votre banc aux fleurs. On dit qu'il est étalonné. Une fois qu'il est étalonné, on va le nettoyer, donc on prend un coton avec un petit peu d'éthanol, par exemple, et on va pousser du côté des températures les moins chaudes, sinon vous allez cramer votre composé, ça va faire des taches dessus. On attend l'équilibre thermique, puis on va prendre encore avec la petite spatule un petit peu du composé solide que vous avez synthétisé, on le met à droite, on pousse en diagonale, jusqu'à temps qu'il fonde, on regarde là où est le début de la fonte, le premier grain qui a fondu, on met la petite aiguille, donc la petite aiguille qui est ici, et on va aller lire sur le chariot la température de fusion. On considère qu'il y a une incertitude d'environ 1 degré sur le banc aux fleurs. Donc, si vous êtes à plus ou moins 1 degré, on est OK, on a synthétisé le bon produit. Par exemple, si vous trouvez 158 degrés alors que le truc est censé fondre à 152 degrés, c'est que soit ce n'est pas le bon composé, soit il n'est pas pur. Donc, il se peut que la température soit proche, mais ne soit pas la même si votre composé n'est pas pur, et auquel cas, eh bien, on fera les étapes de purification qui arrivent après. Si vous trouvez la bonne température de fusion, votre composé est le bon et il est pur. Donc, youpla boum. Alors, si maintenant le composé final, il n'est pas solide, mais que c'est un liquide, on pourrait utiliser un montage de distillation, comme on a vu tout à l'heure. On met le liquide qu'on suppose pur dans le ballon, on attend que ça chauffe, que les vapeurs montent jusqu'au thermomètre qu'on avait là-haut, et comme le thermomètre indique la température d'ébullition, eh bien on verrait s'il s'agit du bon composé. Encore mon exemple de l'eau, si je vois que ça bout à 100 degrés, j'en déduis que c'était bien de l'eau que j'ai synthétisée, ce qui est complètement débile parce qu'on ne va pas synthétiser de l'eau, vous voyez pour l'exemple. Donc pour les étapes d'identification, on peut utiliser le banc aux fleurs, si c'est un solide. On peut utiliser un appareil à distiller pour aller voir la température d'ébullition du liquide. Mais on peut également faire autrement, on peut utiliser une chromatographie sur couche mince. Donc la chromatographie sur couche mince, CCM pour les intimes, elle s'utilise si votre produit est liquide ou solide, parce que de toute façon, vous allez le dissoudre dans un petit peu d'éluant, de solvant pour le faire, donc ça marche dans les deux cas. Et la CCM, que vous avez vu en seconde, ça permet de séparer et d'identifier les constituants d'un mélange. Donc, l'intérêt est double, c'est de les identifier, comme on a fait tout à l'heure par les températures d'ébullition ou de fusion, mais également de savoir si votre mélange, enfin mélange en même temps dans un mélange c'est le cas, il est pur ou pas. Donc en gros, si j'ai une espèce chimique pure ou si cette espèce chimique appartient à un mélange, et auquel cas, s'il y a un mélange, il faudra faire une purification. Alors, ici j'ai une plaque chromatographique. C'est une plaque d'aluminium recouverte d'alumine, c'est le truc blanc, l'alumine. Et donc, je vais aller tracer au crayon à papier un trait ici à 1 cm du bord bas. Alors attention à ne pas mettre vos doigts dessus, ou alors vous mettez des gants, parce que sinon on va avoir vos empreintes, qui sont composées de produits chimiques, de protéines, bref. On ne met pas les doigts dessus. Vous les mettez sur les côtés de la plaque. Je trace un trait à la règle, au crayon à papier plutôt qu'au critérium, sinon ça risque de creuser dans la silice, et on verra l'aluminium, donc c'est pas terrible. Vous allez faire des petites croix, parce que chaque croix va correspondre à un composé que je vais déposer. Donc par exemple, je vais déposer ici au milieu le mélange réactionnel obtenu, enfin le mélange réactionnel, à l'issue des étapes de séparation. Donc j'ai en tête que ça c'est mon produit, d'accord? Donc je me dis tiens là je dépose le produit que j'ai synthétisé. Je vais au labo, j'ouvre le placard et je prends le même composé chimique. Donc par exemple c'est de l'aspirine, je vais ouvrir le placard, je prends l'aspirine et j'en dépose un témoin ici. Comme en SVT, vous faites toujours un témoin. Et si je veux savoir s'il reste de l'un des réactifs, par exemple, j'ai déposé un réactif. Donc dans un petit pilulier, je vais mettre un petit peu de solvant, ça peut être l'éluant qu'on va mettre là, une goutte ou un petit cristal de mon produit ou du réactif, et à l'aide d'un capillaire. Donc un capillaire, c'est comme une paille en verre, mais très très fine, capillaire comme un capillaire sanguin. Je vais aller tremper dans cette solution. Là, je viendrai dissoudre mon composé. Et donc ça, c'est la plaque. Et je vais juste légèrement appuyer avec mon capillaire au niveau des croix et ça va descendre tout seul. Il n'y a pas besoin de souffler dedans. Par légère pression, le liquide va descendre. Vous en faites un petit rond
Petit pourquoi. Donc, il y en aura, oups, un là, un là, un là, si vous voulez faire 3 croix. Vous soufflez dessus pour que ça sèche, parce qu'avant de le plonger là dans la cuve, il faut que ce soit sec. Dans l'énoncé ou dans le TP, on vous aurait proposé un solvant, un éluant à mettre dans, ça s'appelle la cuve de chromatographie. Ça ici, c'est l'éluant. L'éluant, il va migrer le long de la plaque, tout comme quand vous prenez un sucre et que vous le mettez dans le café, il monte, il migre le long du sucre, et bien là, c'est la même chose. Donc le solvant, il va être adapté au composé que vous voulez séparer. Ça, c'est pas à vous de le choisir. Donc j'ai ma plaque, j'ai fait mes petites croix, j'ai déposé mes composés, j'ai soufflé dessus pour être sûr que ce soit sec. Je le dépose dans ma cuve et il faut que le niveau de l'éluant soit inférieur à votre trait que vous avez tracé. Puis je referme la cuve. Ce trait-là, ça s'appelle la ligne de dépôt. Alors, oui. Hop, ici c'est la ligne de dépôt. Parce que j'ai déposé les produits. Ici, là, c'est l'éluant. Éluant, donc c'est un solvant. Ça peut être de l'eau dans certains cas, ça peut être un solvant organique dans d'autres cas, cyclohexane, acétate d'éthyle, donc ça dépend vraiment. Ça peut être un mélange de solvants, acétate d'éthyle, cyclohexane. Et donc, vous allez voir l'éluant migrer, la plaque va avoir un effet mouillé, ça migre. Donc, on ne dit pas que ça monte, on dit que ça migre. On voit que le front de l'éluant va progresser, progresser, progresser. Et pendant qu'il va migrer le long de la plaque, il va entraîner avec lui les composés qu'on a déposés. Et ils vont migrer à une certaine vitesse. S'ils ont plus d'affinité avec la plaque, ils vont être plutôt vers le bas. S'ils ont plus d'affinité avec l'éluant, ils vont plutôt aller vers le haut. Donc en fonction en fait de leur groupe caractéristique, ils vont plus s'accrocher à la plaque et rester plutôt vers le bas, ou plus s'accrocher à l'éluant et plutôt migrer vers le haut. Quand vous arrivez entre 1 cm et 0,5 cm du bord haut, on enlève la plaque, on va vite tracer un trait sur le front de l'éluant, là où ça a été mouillé, donc la hauteur la plus haute où ça a été mouillé. Front de l'éluant. D'ailleurs, donc ça c'était la cuve chromatographique. Chromatographique. Donc cuve à chromatographie. Et là c'est la plaque à chromatographie. Juste chromato pour aller plus vite. Ok, donc là vous l'avez sorti, vous avez tracé le trait qui correspond au front de l'éluant, vous séchez votre plaque, alors avec un sèche-cheveux, ou si vous n'avez pas, vous la faites comme ça avec la main, hein, on fait ce qu'on peut. Et viennent les étapes de révélation. Si votre composé il est coloré, c'est cool, vous allez voir les petites taches. Donc vous allez voir si vous avez une tache, deux taches, où est-ce que ça a migré. Si ce n'est pas le cas, il faut faire ce qu'on appelle une révélation. La révélation peut se faire aux UV. Vous avez une lampe UV, vous passez votre plaque en dessous, et les taches vont apparaître en noir avec un fond vert. Je vais vous faire voir là la petite photo. Ou bien, si vous n'avez pas de lampe UV, vous pouvez passer votre plaque dans une solution de permanganate de potassium acidifié et vous la séchez au décapeur thermique. Donc c'est comme un sèche-cheveux mais un petit peu plus chaud. Hein. Et les taches vont apparaître en jaune avec un fond magenta. Ou sinon on peut le mettre dans une cuve contenant du d'iode. Donc le d'iode c'est un solide un peu marron et les taches vont se colorer en marron. Donc là, je vous ai mis un exemple de révélation aux UV. Donc là, ce serait la lampe UV. Donc vous voyez que la plaque apparaît en vert et les taches apparaissent en grisé et noir. Ici, on a le front de l'éluant. Ici, on a la ligne de dépôt. Hein, donc, les espèces ont migré à la même hauteur. Et ici, on a une révélation en permanganate de potassium où la plaque apparaît magenta et les taches apparaissent jaunes. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de tout ça? Eh bien, si on a des taches qui ont migré à la même hauteur, c'est que c'est la même espèce chimique. Donc, si votre témoin que j'avais mis ici a une tache qui a migré à la même hauteur que votre produit que vous avez synthétisé, c'est que votre produit, c'est celui que vous vouliez faire. Si vous avez deux taches qui sont apparues, eh bien, c'est que votre produit n'était pas pur. Je vais vous faire un exemple. Donc là, je vous ai dessiné une plaque chromatographique obtenue après révélation. Donc, par exemple, aux UV, j'aurais entouré les taches. Hein. Sinon, ça correspond aux taches jaunes et le fond magenta. Bref. Donc, en A, on a mis le réactif. En B, ce que j'ai obtenu comme produit à la fin de ma synthèse. En C, un produit témoin, dit aussi produit commercial. Qu'est-ce que j'observe? J'observe en lecture verticale une seule tâche pour le produit commercial témoin, donc le produit est pur,
Une seule tâche pour le réactif, donc le produit est pur, mais en lecture verticale. Pour le produit B, j'observe 2 tâches. Si j'ai 2 tâches ou plus, mon produit n'est pas pur, c'est un mélange. Donc là, on aurait 2 espèces chimiques qui composent le produit obtenu. Il est composé de quoi? Par une lecture horizontale maintenant. Quand je suis horizontalement au même niveau, c'est le même composé. Donc, ce que j'ai obtenu, comme on est au même niveau que le produit témoin, eh bien, correspond bien au produit que je voulais synthétiser, donc ça c'est plutôt cool. Mais là, je vois une autre tâche qui correspond au même rapport frontal, je vais définir un rapport frontal, au même rapport frontal que le réactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai bien synthétisé le produit que je souhaitais, mais qu'il me reste encore d'un des réactifs. J'ai mis réactif, ça peut être l'un des deux que j'ai utilisé, hein, je n'ai pas spécifié lequel. Et donc, il me faudra des étapes de purification. Si, par contre, j'avais obtenu ça, eh bien, j'aurais considéré que le produit obtenu, il est pur et je n'ai pas besoin de faire une étape de purification. Alors, je vous ai parlé de rapport frontal. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le rapport frontal, c'est quelque chose qui va être constant pour un éluant choisi pour une espèce chimique. Donc, c'est un chiffre, on va voir comment le calculer, qui va être constant. C'est un peu comme les températures d'ébullition ou de fusion. Si on vous dit, bah tiens, le rapport frontal, il vaut 0,3 pour ce produit dans tel solvant, si tu retrouves 0,3, tu as obtenu le bon produit. Donc, comment est-ce que je le calcule? Il va me falloir en centimètres, donc vous prenez votre plaque, la hauteur qui est entre les deux traits ici, entre la ligne de dépôt et le front de l'éluant. Ça s'appelle grand H. Donc il y aura un certain nombre de centimètres pour ce grand H. Je vais également aller mesurer, donc par exemple si je veux pour mon composé à moi, là, je vais le faire en rose, tiens. Entre le milieu, le centre de votre tâche, et ici, votre ligne de dépôt, et ça va être votre petit h. Alors, si on avait plusieurs, vous les appelez petit h1, petit h2, petit h3 pour les différentes tâches dont vous voulez le rapport frontal. Et du coup, le rapport frontal, qu'on note grand R, petit f pour rapport frontal, c'est égal au rapport de petit h sur grand H. Voilà. Donc, ça n'a pas d'unité parce que ce serait des centimètres et des centimètres. Donc, vraiment, avec votre règle, vous mesurez de là à là, de là à là, et avec votre calculette, vous calculez combien ça vous fait. Donc, si dans l'énoncé, il vous donne le rapport frontal théorique dans cet éluant, vous pouvez le comparer. Ou une des questions classiques, c'est juste de dire de le calculer, le rapport frontal. Mais au laboratoire, au lycée, généralement, on fait plutôt une lecture verticale. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs tâches? Du coup, est-ce que c'est pur ou est-ce que ce n'est pas pur? Et une lecture horizontale en comparaison avec des témoins. Est-ce qu'on a fait le bon produit? Oui, non. La tâche résiduelle, quel est le produit? Je vais checker sur les autres références ou sur les réactifs que j'ai. Donc voilà pour la chromatographie, qui sert à identifier, par comparaison avec les témoins, les composants d'un éventuel mélange. Il y a 2 tâches. Ah oui, et pendant que j'y suis, vous pouvez faire des chromatographies pendant que vous faites votre synthèse, donc au laboratoire de recherche. On va prendre un petit peu du mélange réactionnel, intervalle de temps régulier, faire une CCM pour voir s'il reste des réactifs. Donc ça peut être une méthode de suivi en continu de la réaction, même si au lycée on n'a pas vraiment le temps de faire ça, et c'est plutôt à la fin pour voir si votre produit est pur et si c'est le bon produit que l'on a synthétisé. Ensuite, et en dernier lieu pour ces étapes d'identification, on peut utiliser l'infrarouge. Donc, la spectroscopie infrarouge, IR, comme j'ai noté ici, vous permet d'aller voir si on a obtenu les bons groupes caractéristiques. Donc, j'ai mon produit final, je vais aller le passer en infrarouge, donc ça dépend de ce que vous avez, soit on fait une pastille dite de KBR, où vous mélangez le produit dedans, soit en fait on dépose quelques gouttes, quelques grains du produit sur un germe de diamant, on écrase, bref, ça fait l'infrarouge, ça on n'en a pas au lycée. Vous allez juste regarder les spectres, et en fonction des bandes observées, on pourra en déduire si on a tel groupe caractéristique. Si vous êtes censé avoir fait un alcool, donc là pour ça j'ai mis la patate, si vous voyez la patate, c'est que vous êtes sûr d'avoir formé un alcool, vous avez le groupe hydroxyle de présent. On peut avoir un groupe carbonyle, donc c'est double liaison O, etc., etc. Je vous mets dans les commentaires en lien une vidéo que j'avais faite sur nomenclature en début de vidéo et sur tout ce qui était infrarouge. Comme ça vous permettra d'aller revoir un petit peu tout ça.
Donc généralement, en fin de synthèse, on fait un spectre infrarouge, c'est assez rapide et ça permet de vérifier que tout est bien présent dans le produit que vous avez formé. Donc, si votre produit, vous avez vu qu'il n'était pas pur, il va falloir faire des étapes de purification et on va en faire deux différentes là. Si votre produit c'est un liquide, donc homogène, ou si votre produit c'est un solide. Dans le premier cas, on va utiliser la distillation qu'on a déjà vu. Dans le deuxième cas, ça s'appellera une recristallisation, un peu comme dans Breaking Bad. Je voulais remarquer, si on a un liquide homogène, on fait une distillation. Donc la distillation, c'est vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc je ne vous la redétaille pas. On séparera juste les différents composants sur leur température d'ébullition. Celui qui a la plus petite température d'ébullition passera le premier. Et vous devez savoir légender le schéma d'une distillation. Et si on a un solide, donc comme je dis, c'est comme dans Breaking Bad quand il en fait de la pure et de la bleue, eh bien, on fait une recristallisation. Alors c'est quoi le principe d'une recristallisation? On va trouver un solvant dans lequel mon solide il est soluble à chaud, mais pas à froid. Par contre, les impuretés qui sont dedans, dans ce solide qu'on veut enlever, vont être solubles dans ce solvant, que ce soit à chaud ou à froid. Le montage qu'on va utiliser, c'est un montage de chauffage à reflux, tout comme au début. Je vous le mets pour vous l'expliquer. Je vous ai mis les deux schémas possibles pour un montage de recristallisation. Donc là, le montage de chauffage à reflux qu'on avait vu tout à l'heure, ou alors celui-ci. Donc celui-ci, en fait, c'est à peu près la même chose. Là, il y aurait également un support élévateur qui n'est pas compris dans le schéma que j'ai repris. Une potence, donc tout pareil. Le chauffe-ballon, le ballon, sauf que là, c'est un ballon bicol. Il y a deux cols. Il y en a un qui va permettre de mettre le réfrigérant à boule avec, encore une fois, entrée d'eau, sortie d'eau. Et ça, en fait, c'est une ampoule de coulée. On va pouvoir faire couler le solvant par cette ampoule, alors que dans ce cas-là, on ira un peu à l'arrache, mettre le solvant par le haut du réfrigérant à boule. Donc je vous ai dit que le principe d'une recristallisation, c'était de trouver un solvant dans lequel votre solide, que l'on désire récupérer, pur et soluble à chaud, mais pas à froid. Mon solide, je vais l'avoir représenté par une petite croix et les impuretés qui sont piégées à l'intérieur par des petites billes bleues. Donc ça, en fait, ça représenterait l'intérieur de mon montage en début. Donc au début, j'ai mis mon solide. Donc l'état solide est représenté par un état ordonné. C'est pour ça que mes 9 petites croix, je les ai mis de façon assez ordonnée, comme dans un cristal. Et à l'intérieur de ce cristal sont piégées les 3 impuretés que j'ai mises. Je mets mon solvant. Hop, je le mets là, je le mets là. Et je commence à chauffer. Vous allez voir que quand on commence à chauffer, ça se dissout. On ne le voit plus à l'œil nu. Ce que j'ai représenté ici. Donc en numéro 1, étape 1, j'ai ça, le solide, dans le solvant qui est encore froid, donc ce n'est pas soluble. Je commence à chauffer. En numéro 2, j'ai ça, donc ça s'est dissous. On ne voit pas à l'œil nu le solide que j'avais et les impuretés. Tout le monde se balade joyeusement comme ils veulent. Ce n'est pas un état ordonné de la matière. C'est pour ça que je l'ai représenté un petit peu aléatoirement. Une fois que tout a été dissous, alors on va vous donner une certaine quantité de solvant à mettre de base dans le ballon. Si après avoir chauffé, ça ne se dissout toujours pas, vous allez en rajouter un petit peu, mais vraiment petit peu. Et vous allez le rajouter donc dans ce montage-là par le haut du réfrigérant. L'inconvénient, c'est qu'il est un peu froid et que ça va refroidir le mélange, mais bon, voilà. Et dans l'autre cas, ici, vous l'aurez placé le solvant dans l'ampoule de coulée, on peut dire aussi ampoule à brome, et vous ouvrez le robinet et vous pouvez faire un goutte à goutte. Donc c'est un peu moins à l'arrache par ce montage-là que par celui-ci, mais on n'a pas toujours des ballons bicol au lycée ni des ampoules de coulée. Donc je vais rajouter un petit peu de solvant jusqu'à temps que je vois que mon solide s'est dissous, d'accord? Une fois qu'il s'est dissous, je vais couper le chauffage. Donc je coupe le chauffage évidemment en appuyant sur le bouton, mais vous savez qu'il y a une certaine inertie, donc je vais baisser ici le support élévateur pour que le chauffe-ballon qui suit se descende et comme ça en fait le ballon va être laissé à l'air libre, donc va refroidir tout doucement. Quand vous pouvez le prendre avec les mains ou avec l'espèce de gant qu'on vous donne, de manique, vous déposez le ballon sur un support à ballon, ce qu'on appelle un valet, et vous laissez refroidir
tout doucement pour que la recristallisation se fasse. On peut aller gratter avec une tige de verre. Attention, ne pétez pas les bords. Mais en fait, en grattant, on va créer des micro-chocs et ça va permettre de cristalliser autour de ces micro-chocs. On peut également, si on en a un grain on s'appelle du solide que je veux, mettre un grain, ça va cristalliser autour en masse. Donc, je laisse vraiment recristalliser tout doucement. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on laisse le temps aux choses de se faire, le solide désiré va recristalliser juste entre lui. Vous voyez que les impuretés ne sont plus dedans. Et en fait, comme les impuretés, elles, vont être solubles à froid également dans le solvant, elles vont rester dans le solvant. Donc, on aura d'une part, si c'est suffisamment long, le solide désiré qui a recristallisé tout seul, et d'autre part, le solvant froid qui va continuer à avoir dissous les impuretés. En fait, ce qui est cool, c'est que quelque chose, quand c'est en très très petite quantité, sera toujours soluble. D'accord? C'est pour ça que là, je ne suis pas allée me dire, tiens, je cherchais un solvant dans lequel mes impuretés sont solubles. Quand c'est à l'état de trace, ça sera toujours soluble de toute façon. Et ensuite, la dernière étape, ce sera une filtration sur Buchner ou une filtration simple pour séparer mon cristal qui m'intéresse de ce solvant qui contient les impuretés. On a donc réalisé une recristallisation. On a dégagé les impuretés et on pourrait refaire encore les étapes d'identification que nous avons vues avant. Donc là, c'est la fin du rappel sur le cours qui était assez long. Dans la deuxième partie qui va venir après, on va étudier un exercice type où on va tout reprendre, donc sur la nomenclature, les calculs des quantités de matière des réactifs, des produits, tableau d'avancement, le rendement de la synthèse. Donc d'ailleurs, le rendement de la synthèse, je le dis juste à l'oral, mais je le ferai dans l'exercice, ça est égal à la masse du produit que j'ai obtenu expérimentalement, divisé par la masse que j'aurais dû obtenir théoriquement si la réaction était totale et que j'avais manipulé comme un dieu, fois 100. Donc le rendement, il peut aller de 0 à 100%. Quand il est inférieur à 70%, on va aller essayer d'expliquer les causes de ce rendement assez faible. Ça peut être une réaction qui est équilibrée, ça peut être une réaction qui n'a pas été menée à son terme, ça peut être un manipulateur qui a laissé un petit peu de solide dans le Buchner, etc. etc. Okay, donc le rendement, c'est pas mal, ça nous dit quelle masse on a obtenue expérimentalement par rapport à la masse qu'on aurait pu obtenir de façon théorique. Donc je vous retrouve pour la suite dans la partie 2 de la vidéo.